si on peut passer en plus un bon moment à son bord et vivre avec une berline, une petite passion automobile et avoir le smile après une journée difficile, bah ça change tout quoi. Après, c'est pas un V8 américain, c'est pas une Porsche. 2,5 litres, 220 chevaux, ça suffit largement. Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. On va en parler tranquillement en cours de vidéo. Mais déjà, allez en description, il y a un lien, il y a un code promo rien que pour vous. Et cette semaine, je suis très content parce qu'on fait une voiture que j'adore. Je vais essayer d'être objectif avec Morgane. Comment tu vas? Ça va, Julien? On va essayer d'être objectif, mais les deux, on aime bien Lexus. C'est vrai. Et on aime bien l'IS. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Donc pour tout vous dire, j'essaye, on va dire, de calmer toujours mes ardeurs parce que je me dis je parle déjà trop de Lexus, donc j'ai pris du temps et je me suis dit non mais là ça c'est bien fait, donc je me suis dit avec toi ça va être génial, sachant qu'on a fait un podcast ensemble. Absolument. Parce que tu travailles pour Sanef Radio, donc je mettrai aussi un petit lien en description si vous voulez écouter le podcast. Faites-vous plaisir, vous cliquez, c'est quasiment 1 heure de podcast ensemble. Une vraie rencontre, à l'occasion notamment de l'événement que vous proposez fin juin. Et peut-être qu'il sera déjà passé, peut-être on verra. Mais en tout cas on peut le réécouter, mais c'est le principal. Alors on commence toujours par le fameux petit détail, la petite observation sur cette voiture, sur cette Lexus IS 300H. Quelle est ta petite observation? En fait, c'est une petite observation qui, pour moi, est le plus important dans n'importe quelle voiture. Aussi bien sur ce modèle-ci que n'importe quel autre. C'est un élément de design que je trouve absolument fabuleux. C'est ce qu'on appelle la line shoulder, la ligne d'épaule. Et c'est pour moi ce qui va définir une voiture. Cette ligne-là, je trouve qu'elle est extrêmement bien dessinée. Pourquoi? Parce qu'elle marque la largeur du véhicule et également, elle commence par une forme arrondie pour finir également sur une forme arrondie. À chaque fois que je pense à cette ligne, je pense également à d'autres modèles qui ont marqué, comme la Mazda MX-5 ND ou encore la W126 de chez Mercedes, où ce sont des lignes qui sont absolument remarquables et qui font que la voiture, elle en impose et surtout, elle ne vieillit pas. Et c'est ça qui est absolument phénoménal dans ce véhicule. L'IS 3, c'est un modèle qui est sorti en 2013 jusqu'en 2019-2020. Ce modèle-ci, c'est un modèle de 2015. Et à chaque fois que je la regarde, je la vois pas différente par rapport aux autres véhicules qui sortent aujourd'hui. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et c'est vrai que cette ligne-là, si on regarde sur d'autres véhicules, je trouve que c'est ça qui change tout. Est-ce que tu as pris des cours chez Philippe Nemeth? Non, mais j'aimerais bien le rencontrer parce qu'à mon avis, on pourrait passer des très belles soirées. Non mais je suis d'accord. Alors, tu as déjà presque fait la fiche technique de la voiture. Toi, c'est quelle année exactement? 2015, c'est ça? Elle est d'octobre 2015. Okay. C'est un pack business, donc pas énormément d'options. Mais c'était pas véritablement le but de l'achat, c'est un véhicule de tous les jours. Ce que je voulais absolument trouver, c'était un véhicule avec peu de kilomètres, avec un carnet d'entretien absolument complet et une garantie de 3 ans. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en concession. Lexus IS, alors il y a plusieurs générations, là c'est quelle génération? Et il y a plusieurs types de motorisation. Après en Europe, il y en a une en particulier. Ouais. C'est vrai qu'il y a 4 générations d'IS, c'est un modèle qui a débuté en 98. Là on est sur la 3e génération qui est passée de 2013 à 2020. Il y a une 4e génération qui n'a pas été importée chez nous. La 300H, c'est 90% des ventes en France. On va aller derrière pour voir le fameux 300H. Eh oui, le 300H. Et ce qui est assez étonnant, lorsque le véhicule est sorti, tous les confrères journalistes ont dit c'est la plus allemande des japonaises. Et si on regarde l'arrière, effectivement, on voit quasiment une série 3. Mais ce qui est fou, c'est que la série 3 plus contemporaine, dans les années 2020, Absolument. On avait fait l'essai sur POA. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais en fait, c'est vachement pompé de l'IS qui est déjà, elle avait déjà 7 ans. Et effectivement, à chaque fois que je vois des séries 3, en tout cas derrière, modernes, ça ressemble énormément. Que ce soit le travail du feu, que ce soit le côté, c'est une malle forcément, mais le côté un peu berline comme ça, tricorps. Et en fait, c'était à l'époque une véritable concurrence. D'un côté, on avait les diesels allemands qui étaient extrêmement performants. Et Lexus, eux, ils avaient leur motorisation hybride. Et c'est vrai que le but du jeu, c'était qu'avec un véhicule essence, on ait les mêmes performances qu'un véhicule diesel et les mêmes consommations. Et je trouve que ça a été vraiment très réussi. Je pense qu'elle est arrivée un petit peu trop tôt. Comparé à la concurrence. Et les gens n'étaient pas prêts même aujourd'hui. On voit que l'hybride, ça a pris après Covid. Ouais, il y a une espèce de truc où mais effectivement, il faut se remettre les idées en place. Cette voiture a quasiment 15 ans. Totalement. Je vois que Renault est en train de montrer l'intérieur. On va peut-être faire quelque chose parce que je trouve que ça signe vraiment l'aspect visuel de la voiture. Est-ce que tu peux juste mettre les feux de position? Là, on le voit et je trouve ça très joli. On le voit très bien à la caméra. En fait, ça la rend encore plus large, je trouve, parce que c'est une voiture qui est bien sur ses voies, je trouve. Et le fait d'avoir ces espèces de petits ailes, c'est comme des épées ou je sais pas, qui vont d'un côté et de l'autre, je trouve ça très esthétique, quoi. Et encore une fois, cette voiture, en termes de design, c'est plus de 15 ans, quoi. Donc, totalement.
Totalement. Et en fait, ce qui a été très fort, c'est que le design qu'on trouve assez allemand, mais à la sauce japonaise, à l'extérieur, on le retrouve aussi à l'intérieur, avec un cockpit qui est orienté également vers le conducteur, chose qu'on trouvait vraiment sur les BM des années 80, 90, 2000 et qui est absolument incroyable. De même, quand on s'installe à l'intérieur, on plonge. Voilà, c'est comme les BM, on plonge à l'intérieur et c'est ça qui est vraiment formidable. Toujours sur un petit peu l'extérieur, on aura le temps, on ira faire un petit tour aussi après. C'est vrai qu'il y a des lignes qui sont quand même très marquées et ça, pour une voiture qui a 15 ans, au début, ça plaisait moyennement, c'était bizarre presque. Aujourd'hui, ça devient presque doux par rapport à aujourd'hui où on n'a que des SUV, des voitures très carrées. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de lignes acérées. C'est des véhicules qui sont coupés à la serpe et c'est ce qui donne la personnalité. Et en fait, c'est une voiture de tous les jours, mais qui est quand même un peu différente quand on la voit, il se passe quelque chose. On ne reste pas, et d'autant plus dans ce livret blanc. À la base, je n'étais pas vraiment trop fan par un véhicule blanc. Mais en fait, c'est là où on va voir les lignes ressortir véritablement. Je trouve ça très intéressant. Pour moi, le coup de génie de cette voiture, c'est ça. C'est les feux à l'avant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais penser à ça il y a 15 ans, d'avoir une LED comme ça qui est dissociée du feu de route, feu de croisement, je trouve que c'est tellement actuel, quoi. Et ça, dans le temps, en fait, même il y a 15 ans encore, c'était un bloc simple. Eux, ils ont fait ça. Et je trouve qu'ils ont beaucoup d'avance à ce niveau-là. Et je pense que tu es encore trop objectif, mon cher Julien. C'est pour cela. Non, c'est vrai. Mais en fait, ce sont des petits détails qui, au quotidien, on le voit même plus. Mais c'est bien pensé, c'est bien fabriqué. Et le seul défaut qu'on peut dire sur cette voiture, enfin en tout cas l'un des plus gros défauts, c'est que c'est un véhicule qui n'a pas forcément bien fonctionné en Europe. 20% des ventes en Europe comparé à l'Asie ou encore aux États-Unis. Résultat, c'est extrêmement difficile à trouver. Voilà. Ouais, on va en parler après de la cote et on profite. Alors il commence un peu à pleuvoir, mais on va encore profiter où on va dire ça crache juste un petit peu pour ouvrir le moteur, parce qu'on va parler de la partie motorisation. Parce que là encore une fois, ils étaient un peu en avance. Pour les gens, c'était un peu étrange, mais c'est un gros moteur. Aujourd'hui, on est habitué un peu au 1 litre, 1 litre 2. Downsizing, absolument, oui. Là, c'est toi que je te laisse le dire. Quelle est la cylindrée de ce moteur? Eh bien, on est sur un 2,5 litres. Ça paraît fou. Eh oui, ça paraît vraiment fou, quoi. Mais ce qui est logique, hein, c'est vrai qu'on va pas... Alors, c'est un véhicule qui n'est pas extrêmement lourd. Il fait une tonne 5, une tonne 6. Alors, comme chez toutes les Lexus, il y a... Voilà, c'est clinique. La voiture a 11 ans, c'est clinique. Et on ouvre une fois par an pour faire la vidange. Et donc, 2,5 litres, 4 cylindres, 184 chevaux. Et on a également la motorisation hybride qui est en plus d'environ 130 chevaux. Donc, au total, on est 220 chevaux. Et 9 chevaux fiscaux sur la totalité, quoi. Les gens vont dire qu'il y a un problème d'addition. Non, encore une fois, on ne peut pas additionner l'électrique et le thermique. Voilà. Mais effectivement, on a un peu plus de 220 chevaux en cumulé. Et le fait d'avoir ce moteur avec une ICVT, c'est ça, la boîte de vitesse particulière de chez Lexus. Le but de ce moteur, c'est que l'électrique aide le thermique qui a des mauvais rendements. Et en même temps, on a un cycle Atkinson. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais tout ça est fait pour la fiabilité sur le long terme. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un moteur qui... l'hybride, on va rouler avec jusqu'à 70 km/h en ville. Au moment où il y a le plus de consommation, c'est l'électrique qui prend le pas. Et après, lorsqu'on veut soit solliciter, accélérer un peu plus, et ben là, c'est le thermique qui rentre en jeu. Résultat, si par exemple vous avez 300 000 km, vous avez roulé 300 000 km avec, ben le moteur en lui-même, il aura fait beaucoup moins. Donc résultat, c'est... En gros, on estime plus ou moins que c'est 60% du temps, il peut être en électrique. Enfin, en gros, 50-50. Donc, quand vous êtes 300 000, théoriquement, vous êtes peut-être plus 150 000. Et ce qui est intéressant, alors on va pas aller dans tous les détails, mais c'est que ce moteur qui a quand même pas mal d'avance, c'est un peu tout faire. C'est-à-dire, il fait des brides parallèles et des brides de série. Pour les gens qui connaissent pas, en gros, il peut fonctionner comme un groupe électrogène, mais s'il veut, il peut aussi faire avancer la voiture. Et on peut être en tout électrique. Totalement. Et pareil, encore une fois, pour les gens qui connaissent pas et qui seraient tentés, tout est automatique. Toi, tu gères rien, c'est elle qui le fait, quoi. Non, on n'a strictement rien à faire. Et c'est vrai, c'est une évolution. Juste avant celle-ci, j'avais une RX 400H pour appréhender l'hybride. Et c'était une hybridation à l'ancienne. Voilà, c'était 50 km/h et rien ne se passe d'autre. Il fallait régénérer la batterie manuellement aussi, quand on le souhaitait. Là, tout est autonome. Ça se marie très très bien avec la boîte CVT qui est beaucoup plus souple aussi. Concrètement, en fait, on s'occupe de conduire et je trouve, pour une voiture entre guillemets d'aujourd'hui, c'est déjà essentiel. La sécurité, ce qu'on fait au volant, c'est déjà pas mal. C'est ça qui est très intéressant. C'est un sujet qui est un peu conso. Avant de parler de la consommation pure et dure, là, à part des plaquettes et des vidanges, il n'y a quasiment rien à faire, quoi. Lexus, c'est très simple.
En fait, vous avez deux types d'entretien. Vous avez le gros entretien, le petit entretien. C'est une année sur deux. La première année, gros entretien, 800 €. La deuxième année, petit entretien, 400 €. Et c'est comme ça tout le temps. Et dans l'autre sens, c'est fiable et il n'y aura pas d'un coup une grosse courroie, une distrie, un turbo, il n'y a pas de turbo. Non, c'est un gros moteur, donc ça s'use moins vite, on ne va pas dans les tours, c'est pas une voiture sportive, on n'est pas là pour faire du circuit. Et encore une fois, je me suis tourné vers Lexus, déjà par les tests que vous avez fait, par ton objectivité, mon cher Julien, mais aussi par le fait que voilà, je vais à Paris de temps à autre pour des sorties culturelles. Et qu'est-ce qu'on voit en VTC ou encore en taxi? IS ou ES. ES était trop gros. Parce que le RX pour moi c'était vraiment un véhicule trop gros et qui consommait un petit peu trop de carburant. Là c'est la taille idéale justement pour la ville et également pour l'autoroute. On va retourner à l'arrière et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de taille. Où là tu vois je vais être un petit peu plus, moins objectif entre guillemets. Elle est peut-être des fois un tout petit peu grande quand on est quand même à 4,70. Je veux dire, c'est vrai que nous, le 3008, c'est un peu la voiture de Monsieur Tout le Monde qui fait 4,50 m à peu près. Là, il faut quand même l'avoir en tête. Et autre point négatif, c'est pour ça que j'ai jamais craqué pour cette voiture, alors que j'ai tout le temps à deux doigts, c'est une malle. C'est une malle, effectivement. Alors sur la longueur, il est vrai que certaines bornes en béton se sont déplacées devant moi et donc j'ai pu les percuter malheureusement. Pour la malle, on a un avantage par rapport à d'autres modèles, par exemple allemands, où là, cette fois-ci, les sièges sont rabattables. Ouais, donc pas en dur et tout. Voilà. Tu me disais des fois tu mettais du placo en longueur. Et totalement, c'est-à-dire que quand on habite en province, donc il faut rénover sa maison, et on peut largement mettre des rails de 2,50 m. Ceux qui font des travaux savent de quoi je parle. Et sans problème, on peut refermer le coffre, et concrètement, ça marche. Et puis, on peut partir en vacances à 2, à 3. Ce week-end, on était à 5 dans la voiture. Ça change d'un SUV traditionnel. Quoi. Et c'est ça, et puis moi je suis désolé pour ceux qui ont des SUV, mais j'avais pas envie de conduire une camionnette. Non, mais... Voilà, c'est pas méchant. Non, mais ça fait plaisir, c'est une belle berline. On va ouvrir le coffre, on va voir, parce que donc on ouvre le coffre, donc la petite malle. Vous le savez, on a parlé en début de vidéo. La vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Donc déjà, on les remercie de nous sponsoriser parce que voilà, c'est un partenaire maintenant de longue date sur la chaîne. Donnez aussi 50 € pour nettoyer la voiture. Et nous, on l'utilise au quotidien cette application. Ce qui est bien, c'est que ce soit pour toi ou les petits observateurs, vous mettez le code, vous la mettez dans l'application, vous choisissez en fait le centre qui est le plus proche de chez vous. Et après, vous pouvez directement débloquer que ce soit du lavage, que ce soit aussi pour les tapis, de la haute pression. Et on t'offre aussi notre petit kit qu'on choisit, qu'on modifie de temps en temps. Là, tu as le nettoyant vide, tu as le nettoyant textile, tu as le nettoyant plastique, tu as un nettoyant cuir. Pour le coup, tu n'as pas de cuir ou je sais même plus? Non, on n'a pas l'option cuir. Ouais, mais il y a un petit peu à l'arrière. Voilà. Ouais. Et ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est l'eau de microfibre où en fait chaque microfibre a un usage. Donc ça, c'est super bien. Et on remercie vraiment Wash encore une fois de sponsoriser la vidéo. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Allez voir le petit lien en description. Je vois Chrono est de l'autre côté, du coup vous pouvez voir, c'est ce que tu disais, il y a beaucoup de place et tout en longueur. Après, c'est chiant Morgane, j'adore ce plan. Après, il faut quand même se rendre compte que dans l'autre sens, là on a peut-être 50-60 cm, donc c'est là où le bas blesse un petit peu. On peut pas tout avoir. Hein, mais non, mais c'est en fait, lorsqu'on achète une voiture, c'est une histoire de compromis. Bien sûr. Sauf lorsque la passion parle. Déjà, le compromis du prix. Le compromis de la taille et le compromis de ses besoins. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture pour mettre beaucoup de choses? Est-ce qu'on a besoin de rouler beaucoup avec? Voilà, c'est tout ça. Et une fois qu'on a fait la synthèse de ces trois choses-là, on peut définir les besoins et le véhicule, sachant que bien sûr, le prix c'est le plus important. Voilà. Après, on fait ce qu'on peut, vu que c'est une voiture de tous les jours, encore une fois. On va aller à l'intérieur parce qu'on en parle depuis avant. Je veux juste voir, parce que j'ai qu'une seule main, est-ce que tu peux rabattre les sièges? Je veux juste me rendre compte. Il y a quand même de la place à l'arrière. Ah, totalement. Totalement. Il y a vraiment. C'est bien fini. Là, on voit, il y a du cuir, il y a des surpiqûres, il n'y a pas de plastique dur. C'est une voiture qui a 120 000 km, qui a 11 ans. Et effectivement, le mobilier, ça ne bouge pas. Et alors, il y a un grand tunnel de transmission quand même. Bien sûr. Donc ça, faut le prendre en compte pour la place du milieu. Mais dans l'autre sens, on a de la place pour les jambes. Ce week-end, on était parti au bord de la mer. On était à 5 dans la voiture avec les valises, juste pour un week-end. Ça fonctionne. Voilà, sur 200 km sur tout le week-end, il n'y a pas de souci. C'est confortable, on est en sécurité, tout le monde a sa ceinture. Non, ça marche bien. Bon, tu nous parles de l'intérieur depuis avant. On va voir le côté voiture à l'allemande. Je te propose de te mettre à la place conducteur. Hop. Je vais me mettre un petit peu en arrière, voilà. Donc là, tu disais,
Parce que Lexus, en plus, d'une génération à l'autre, les finitions changent. Là, c'est une version Business Pack, c'est ça? Pack Business, absolument. Pack Business. C'est pas le modèle le plus luxueux. J'avais pas de volonté d'avoir des options absolument partout. J'aurais bien voulu, hein, certes, mais malheureusement, j'ai pas trouvé le modèle qui me correspondait entre le kilométrage et le prix. Donc là, on est sur un modèle globalement simple. Le pack business, c'est les caméras de recul, c'est les jantes en 17 pouces. Et puis voilà. Après, sincèrement, déjà de base, moi je déteste quand ça bip de partout. Alors, désolé. Hein, donc, moins il y a d'options concrètement qui ne me servent pas à la sécurité, mieux je me porte. Ah, mais on le sait que ces voitures des années, on va dire 2010 jusqu'à 2020, c'est un bon compromis entre Absolument. technologie et en même temps, tu conduis. Donc, C'est ça. Et puis après, on en parlera. Moi, j'ai une CT200H, j'ai pris 1 an à la chercher. Ah bon? Ah bon? Mon Dieu. C'est incroyable! Julien a une CT200H. J'ai pris 1 an à la chercher parce que je cherchais des options particulières. Ouais. On en parlera après sur ces voitures, mais c'est pareil, quand on veut des configs bien particulières, il faut être patient. À l'intérieur, tu me disais, il y a un côté où on est assez bas, Oui. un peu voiture allemande. Comment ça. se compose un peu le tableau de bord? C'est très bien pensé. Pour ceux qui sont amoureux de la MX5, qui en ont conduit pendant des années, j'ai eu la chance d'en avoir également pendant ce temps-là. Et juste, vous posez le coude et vous posez la main et le pommeau de vitesse tombe directement sous la main. Alors effectivement, c'est une automatique, on ne change pas tout le temps, mais rien que ça, c'est un confort. Bonne ergonomie, quoi. Absolument, c'est extrêmement bien pensé. On est bien positionné, enfin pour ma part, encore une fois, ça dépend des morphologies, 1m76, voilà. Le petit compteur, la petite montre, ça c'est le genre de choses qui va plaire à Renault. Je connais bien. Absolument. Le petit détail, chers petits observateurs, regardez l'heure. Voilà, c'est des choses moi, j'ai pas envie d'avoir un écran qui me donne l'heure, vous voyez. Pareil, l'écran global où on a toutes les cinématiques, radio. Alors, on est sur une technologie digne de la Game Boy Color, hein, concrètement. Parce qu'ils avaient déjà du retard quand ils l'ont sorti, donc aujourd'hui, n'en parlons pas, quoi. C'est totalement obsolète, donc résultat. Mais à la limite, la taille me convient parfaitement. Pourquoi? Ouais, c'est presque un carré, hein. Enfin, c'est un 4 tiers, c'est pas du tout du 16/9. Hein. C'est ça. Parce qu'on n'a pas du pop-up qui vient tout le temps en conduisant. On nous demande de ne pas conduire avec un écran, ce qui est absolument normal en termes de sécurité. Avec un téléphone, du moins. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir un énorme écran qui va me mettre des pop-up tout le temps. Pareil, là vous avez donc une clim bizone. On peut vraiment choisir la température de chaque côté. C'est tactile, ça? Totalement. Ça marche bien. Beau ça, j'avais pas vu. Et c'est très réactif. Ouais, c'est très réactif. Ça marche très bien. Parce que tu peux aussi avoir le chargeur 6CD, je crois là. Tu peux avoir ici, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ici les sièges chauffants qui se cachent oui, là. Oui, sièges chauffants et même ventilés sur certains modèles. Et là, un peu à la BMW d'antan, ton écran qui est ici, oui. Tu le règles là. Absolument. Je vais voir, ok. Donc là, on a audio, il n'y a rien. Mais toi, c'est un peu plus joli que sur la mienne. C'est déjà un peu plus... on voit, moi j'ai une 2012, t'as une 2015, ils ont quand même fait un petit update. Non, c'est mieux, mais effectivement, lorsqu'on passe sur d'autres marques... Ouais, non, mais ça a pris cher. Voilà, ouais. Est-ce que sur ta version, tu as déjà au moins Android Auto, Apple CarPlay ou pas du tout. Ouais. Non, c'est un peu plus tard on aussi. a un Bluetooth, ça fonctionne très bien, le son est largement suffisant pour l'utilisation quotidienne. Et puis tu as le téléphone dessus, donc ça c'est quand même bien, c'est comme moi. Ouais, c'est un bon compromis en fait. Mais c'est ça, et le but c'est lorsqu'on utilise sa voiture tous les jours, on fait des trajets du quotidien qui sont généralement les mêmes. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des options incroyables. En revanche, lorsqu'on fait des longs voyages, et Dieu sait que j'en fais dans l'année, là c'est ces options qui sont importantes. Donc pour l'instant au quotidien, c'est vrai que c'était pas nécessaire particulièrement. On va faire notre petit tour. Encore une fois, c'est un petit tour dans l'anière, mais pour essayer de comprendre aussi un peu comment fonctionne le moteur. Parce que quand on voit le compteur, c'est vrai que là, il n'y a pas des tours minutes, il y a une zone charge, éco, power. Absolument. On va faire ce petit tour. À tout de suite. Bon, Morgane, on est à l'arrêt. Absolument. Et on a parlé avant, il y a ce fameux compteur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est charge, éco, power? Et en plus, il y a des zones dans des zones, j'ai presque envie de dire. En fait, éco, là, concrètement, c'est lorsqu'on roule absolument normalement. Charge, ça va être par exemple en descente ou alors lorsqu'on va mettre un petit coup de frein, comme par exemple, voilà, on est sur la zone de charge. Okay. Et puis, sur le parti power, c'est lorsqu'on va vraiment solliciter l'intégralité du 4 cylindres de litre 5. Là, par exemple, on est passé en électrique avec là, le EV. Ce qui est intéressant, c'est que sur la partie éco,
la première partie, on est toujours en électrique, celle de tu es dessus. Et si tu t'accélères un tout petit peu, voilà, hop. La deuxième partie éco va se mettre en thermique, toujours en consommant peu, mais l'électrique le petit voyant vert que vous voyez sur la gauche va s'enlever. Et en fait, tout fonctionne comme ça avec cette voiture. Et il y a le fameux, je sais pas si tu l'utilises, ça permet quand même bien baisser la conso, le Pulse & Glide, je sais pas si ça te parle. Absolument pas. Le Pulse & Glide, encore une fois, allez voir, il y a plein de forums et tout, j'ai rien inventé. C'est en gros, le pire rendement pour une voiture thermique, c'est le 0,30, 0,50. C'est de 0 à 10, vous partez en électrique doucement, donc tu restes dans ta partie éco. Ouais. Après, en gros, de 20 à 50 km/h, tu restes en éco, mais sur la partie où le thermique se met en route. Donc là, la deuxième petite partie éco. Et donc là, vous vous lancez un peu comme une catapulte, quoi. C'est le pulse. Et après, une fois que vous êtes à 50, vous enlevez votre pied et là, elle se remet en électrique et vous restez sur la toute petite partie éco pour rester en électrique. Et moi, je suis passé, au début, je consommais avec ma voiture plutôt du 5,5 litres. En faisant ça au quotidien, maintenant, je suis toujours à 4,7 litres. Et voilà, mettez sur Google Pulse & Glide. Ça fonctionne avec plutôt les hybrides, on va dire, Lexus, Toyota. Un peu moins avec d'autres types d'hybrides. Mais c'est vrai que nous, c'est transparent en fait de ce qui se passe avec la voiture. Il y a plein d'autres hybrides où tu sais pas pourquoi d'un coup ça se met en route ou pas. Voilà. Est-ce que tu as des modes aussi Absolument, il y a 3 modes. Il y a le mode éco, le mode normal et le mode également sport. Et le mode sport, là, on va y aller vraiment toute la puissance qui va être développée. Donc, sincèrement, j'utilise normal et sport, mais sport lorsque j'ai besoin de faire des dépassements, même si, sincèrement, le mode normal suffit largement, parce que comme c'est une boîte automatique, lorsqu'on dépasse, c'est pied plancher. Et, voilà. Ça reste une propulsion. Ça, c'est un petit détail également. C'est rigolo quand même pour une voiture comme ça qui se veut hybride et tout, elle est quand même propulsion, c'est sympa quoi. Ouais, et c'est vrai. Alors, en termes de ressenti de conduite, c'est une voiture qui est extrêmement stable. Même pour une propulsion, on est vraiment sur des rails. Et on a, voilà, comme toutes les propulsions, pas de vibration au volant. On se sent bien en sécurité, quoi. Il y a un bon châssis. Ils savent faire aussi les châssis, on n'y pense pas forcément. Mais nous, on est sur une stabilité qui est absolument incroyable. Il y a également un mode neige. Si on a besoin de rouler, parce que c'est vrai que moi, je suis pas un pilote et j'ai pas envie de le devenir non plus. Sur la neige, une propulsion, quelle qu'elle soit, sur des conditions difficiles, ça reste compliqué et des fois, il faut mieux même pas prendre la voiture juste pour certains moments, pour risquer ça, ça vaut pas le coup. On va parler de la boîte encore un peu. Là, je vois qu'il y a un S, donc séquentiel plus-moins. Vu que c'est une boîte ICVT, en fait, elle simule un peu des rapports quand même. Totalement. Donc cette version, vous êtes déjà ça, parce que on sait que sur la UX, ils ont beaucoup parlé de ça d'un point de vue marketing, mais la IS faisait déjà ça. Absolument. Alors concrètement, c'est pour. Et t'as des petites palettes là. Voilà, c'est pour passer les palettes au volant. Pour avoir une petite sensation, notamment lorsqu'on veut rétrograder sans freiner, on a ce petit retard comme on peut retrouver dans une boîte traditionnelle. Donc ça, c'est sympa. Est-ce que tu l'utilises ou Non, alors c'est beaucoup plus gadget. Ouais. D'ailleurs, le petit truc aussi, lorsqu'on veut vraiment aller dépasser ou autre, si on se met en mode sport, là, le son, il est amplifié également dans les enceintes. Alors, les puristes ont totalement décrié. Ça marche bien. C'est aussi un gadget. On va dire c'est les petits points noirs où c'est fait, mais bon, c'était pas nécessaire. L'idée, l'esprit même de la voiture suffisait largement en fait à son utilisation. En fait, c'est une voiture qui se veut aussi quand même. Alors, on a presque plus de 220 chevaux. Mais c'est une voiture qui se veut zen, quoi. C'est une voiture. C'est pas une voiture de sport. C'est pas une voiture de sport. Même le châssis, il est extrêmement bien fait. Et c'est vraiment fait pour c'est une routière. C'est une routière, c'est pas une sportive. Il y a eu des modes sport, notamment exportés aux États-Unis avec un moteur de 350 chevaux, avec des châssis sport, avec des freins sport. Enfin, voilà. Il y a eu des modèles parce que la ligne fait penser à un véhicule de sport, mais voilà, c'est pas sa base, c'est pas son origine, c'est pas ce qu'elle veut faire, quoi. On l'a dit un peu en intro et tout, c'est un bon daily. Comment tu arrives à cette voiture? Parce que je sais que tu as eu plein de voitures différentes. Non, en fait, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est que la voiture, c'est aussi une histoire de compromis. Je suis un passionné de voiture, mais j'essaye d'avoir, entre guillemets, la tête sur les épaules, ce qui n'est pas forcément simple. Donc j'ai commencé par une Saab 9.3 que j'ai toujours, et que j'aime à l'infini, qui n'est pas du tout, c'est une motorisation diesel, donc pas un grand intérêt mécanique. J'ai eu la chance après d'avoir une E39 qui était une voiture absolument exceptionnelle, et l'IS me fait vraiment penser à
à l'E39 en termes d'utilisation, de confort. Voilà. Après, bien sûr, je suis tombé dans les MX5 et bon, une fois qu'on goûte au MX5, c'est difficile de changer. Sauf qu'à un moment donné, la vie de famille fait que on a besoin d'une voiture pour rouler, une voiture également pour faire des travaux, pour avancer dans sa vie. Et autant la RX 400 était un bon compromis en termes de coût d'utilisation, en termes c'était une très bonne voiture, mais trop grosse. Elle consommait beaucoup, 9 à 10 litres au 100, c'est quand même beaucoup. Et il fallait véritablement un compromis, toujours en gardant cette fiabilité que sont les japonaises. Et puis ces lignes aussi intemporelles. Et puis j'avais pas besoin d'avoir un très très gros moteur. L'ES était vraiment trop grande pour moi et trop chère. Résultat, l'IS était un très bon compromis. En revanche, pour en trouver une, ça a été des mois de recherche. Et à un moment donné, lorsqu'on trouve un véhicule qui est pas trop kilométré, je l'ai acheté à 100 000, avec la garantie 3 ans chez un concessionnaire, on paye un peu plus cher, ça c'est vrai, mais on est tranquille en fait. Et voilà, une voiture qui roule tous les jours, il faut que ça soit fiable. On démarre, on va au boulot, quoi. Je ne vais pas dire que c'est un placement parce que c'est exagéré, ça reste un daily, ça reste une voiture normale. Totalement. Mais effectivement, ce sont des voitures qui décotent très peu. Quand on voit qu'aujourd'hui, même les citadines un peu hybridées et tout sont très vite à 30 000 €. Totalement. Et dès qu'on veut une voiture de famille, on est à 50 000. Là, fourchette basse, on est en dessous des 20 000. Fourchette moyenne, on est un peu plus de 20 000. Fourchette haute, vous en avez à 30 000 avec des options folles. Bien sûr. En tout cas, pour ces prix-là, dans 2 ou 3 ans, vous allez peut-être perdre 2000 balles, mais c'est tellement recherché. Et même avec des kilomètres, c'est pas un problème, quoi. Mais non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des véhicules qu'on peut aussi retrouver en occasion. J'en ai vu une la semaine dernière, 15 000 €, elle avait 320 000 km. Donc c'était un petit peu exagéré, je pense. Mais non, c'est une histoire comme on disait, de compromis. Et lorsque j'ai préparé notre entretien d'aujourd'hui, je suis allé regarder les forums d'il y a 5 ans. Ouais. Et c'était absolument les prix auxquels j'ai acheté la voiture. C'est ça. Donc avec des kilométrages extrêmement proches. Donc la personne qui a acheté une IS il y a 5 ans ou 6 ans, il n'a pas perdu d'argent. On peut arriver dans les 5 litres, mais toi avec du mix, t'es pas mal d'autoroute, t'es plus de l'ordre de 6 litres, tu me disais. Ouais, c'est ça, je suis entre... si on le voit par exemple, là j'ai mis l'historique, je suis à 5 litres 8. Ok. Voilà, en utilisation mixte. Et pour une berline de cette taille, de cet âge et qui a plus de 220 chevaux, c'est très très bien, quoi. C'est ça, c'était la concurrence, c'était vraiment les modèles allemands diesel qui étaient concrètement avec la même puissance dans les entre 5 et 6 litres au 100. Ils ont réussi à faire quelque chose qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, avec le coût du carburant, c'est une voiture qui ne perd pas en âge, qui est toujours aussi, qui reste dans le coup. Et c'est ça aussi qui est assez intéressant. Et c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir acheter une voiture neuve et d'avoir un véhicule d'occasion en très bon état avec un vrai suivi, une vraie fiabilité et avec des performances de ce niveau-là, ça fait plaisir, quoi. Moi, si je pouvais me permettre, parce que j'ai une contemporaine mais en plus petite, si vous aimez le côté software, écran, un peu aussi à la Tesla et tout, n'achetez pas cette voiture, ça c'est sûr et certain. Si vous aimez absolument le bruit du thermique avec les rapports qui passent et tout, n'achetez pas de Lexus hybride. Ça serait mes points négatifs où ils sont, en tout cas pour la partie software à la traîne et pour la partie, on va dire, boîte de vitesse, c'est la fiabilité plus que le plaisir. Maintenant, est-ce que toi, tu as aussi des petites choses sur cette voiture peut-être en particulier ou... Bon, on parlait du châssis tout à l'heure. C'est vrai que lorsqu'on vient d'une MX5, qui est quand même, en fait, on la conduit plus avec les fesses qu'avec le volant, passer dans une voiture qui est sur un rail, ça peut être un côté négatif. Et c'est vrai qu'en termes de sensation, il y a un petit moins. Maintenant, lorsqu'on fait 600-700 km dans la journée, c'est aussi un avantage. Donc voilà, c'est l'assaisonnement de la voiture qui est parfois peut-être un petit peu fade. Merci pour ton temps, merci pour ta passion. Merci à vous. Tu sais plein de choses sur cette voiture. Tant mieux pour toi. Je pense qu'en termes de cote, elle va garder sa cote parce que là, avec une vidéo comme ça, les gens vont aller sur les sites de petites annonces. Puis on se retrouve peut-être bientôt. On met le lien en description avec le podcast qu'on a fait ensemble. Et puis très belle journée. Encore une fois, si vous voulez présenter votre voiture, que ce soit ici
au chalet POA, autre part, des modernes, des Youngtimer, des voitures anciennes, vous nous écrivez un petit mail à petiteobservationautomobile@gmail.com. On vous répondra, on fait ce qu'on peut encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne, boostez-la. C'est qu'avec les téléphones qu'on peut booster. Vous descendez, c'est comme un commentaire, vous le mettez de côté, vous boostez, ça aide beaucoup au référencement. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!